Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes mardi, le jour du foot sur Noix, au 6 mètres, l'émission 100% ballon rond en Nouvelle-Aquitaine. Vous allez tout savoir de l'actu du foot dans la région avec nos deux spécialistes, nos deux invités ce soir, Clément Carpentier, journaliste à 20 minutes. Bonjour Nicolas. Bonsoir Clément, merci d'être là à vos côtés. Dorian Malvezin, journaliste à la radio girondine ARL. Merci Dorian d'être là. Bonsoir à tous. Avec nous ce soir pour parler de ceci. Voici les thèmes de cette émission du mardi. Tout est possible en foot, la preuve, même une victoire des Girondins après presque 2 mois de disette. Ils se sont imposés à Dijon dimanche. Montpellier-Bordeaux ce dimanche. L'occasion d'évoquer ici ce soir Gaëtan Laborde, l'ancien joueur des Girondins qu'ils n'ont pas su ou pas voulu garder. On évoquera aussi la Ligue 2 avec la bonne série du Pau FC qui a fait match nul à Grenoble le week-end dernier. Et enfin, un triste anniversaire, entre guillemets, tout en tenant compte évidemment de la situation sanitaire beaucoup plus importante. Cela fait 1 an que les stades de foot sont vides en France. On commence par Dijon-Bordeaux. Comment savez-vous, Dorian Malvezin? Parce que vous y étiez ce dimanche à Dijon. Quelle chance pour avoir vu les Bordelais s'imposer enfin après quasiment 2 mois sans victoire. La dernière fois, je crois que c'était Angers fin janvier. Une chose rare de voir Bordeaux gagner. J'ai eu le privilège d'être présent à Gaston Gérard. Vous avez gardé votre place, ça? Pour voir cette, j'ai gardé le ticket, le billet, pour voir cette victoire 3-1. Une victoire, on va dire logique face à la Lanterne Rouge, même si on s'était un peu inquiété en début de rencontre. Mehdi Zerkan avait dit en conférence de presse que Bordeaux était tendu au début de match et grâce au but de Widjo, c'est détendu, tout simplement. Donc non, ça fait plaisir dans ce sprint final. Il manque plus que 6 points pour le maintien officiellement en Ligue 1 et il fallait s'imposer face à la Lanterne Rouge. Alors Clément, vous n'étiez pas à Dijon, malheureusement pour vous, devant votre canapé. Est-ce que vous avez apprécié cette performance bordelaise ou pas? Ouais, j'ai sorti le champagne, je crois, Nicolas. Non, plus sérieusement, ça fait beaucoup de bien pour les têtes girondines, on a envie de dire. Au classement, il y avait encore une petite marge. Il y a encore une marge aujourd'hui, on va dire, sur la zone rouge. Mais c'était surtout important de regagner pour les têtes girondines parce que là, ça commençait à devenir très serré, très compliqué dans les têtes. Il y avait déjà eu du mieux sur les 2 derniers matchs contre Metz et Paris, donc ça confirme aussi que le groupe n'a pas lâché Jean-Louis Gasset, n'a pas lâché le club non plus. Et là, ils sont récompensés par une victoire, on va dire, maîtrisée contre une très faible équipe de Dijon, mais il faut quand même les gagner, les matchs, peu importe l'adversaire. Et puis en plus, ils ont inscrit 3 buts. Comme vous le dites, tout est possible dans le football, donc on a même vu un but de Nicolas Depréville après plus d'1 an. Je vais vous en parler. Non, c'était le match du retour des Girondins de Bordeaux au premier plan. Est-ce qu'ils sont guéris, ces Bordelais ou pas? Pas guéri, mais soulagé peut-être. Soulagé, que l'hémorragie est un peu arrêtée, on va dire. Non, c'est bien. Dans les têtes, ils étaient tellement tendus qu'ils n'ont même pas fêté, on va dire, la victoire à la fin du match. Il fallait que Jean-Louis Gasset dise vous pouvez, c'est bon, vous avez carte blanche, vous pouvez le faire. Vous en souvenez commencer. Vous avez perdu l'habitude. Vous avez peut-être perdu l'habitude, peut-être, mais non, c'est bien pour la suite. Après, il faudra peut-être élever le niveau de jeu face à Montpellier. 2 points noirs, c'est les sorties sur blessure de Kalou et Mécher. Et d'avoir pris ce but en fin de match, ils auraient dû rester à 3-0. Mais bon, on en demande un peu trop peut-être. Restons sur cette victoire tout de même. Et sur le plan des satisfactions individuelles, Wang a marqué 2 buts. Et Nicolas Depréville, vous l'avez dit, Clément, a marqué un but. Et surtout, il a été très très bon quand il est rentré à la place de Kalou, blessé assez vite. Il a fait une bonne entrée, Nicolas Depréville. Il a fait une bonne entrée et je dirais que c'est quand même sur la lignée de ce qu'il propose depuis quelques temps aux Girondins de Bordeaux. Il a eu une période très compliquée dans l'hiver où il a perdu complètement confiance en lui. Il a été sérieusement poussé dehors sur le banc de touche par Hatem Ben Arfa lors de son arrivée début octobre. Donc après, il est tombé, on va dire assez bas dans son niveau de jeu et on sentait que ces dernières semaines, ça allait beaucoup mieux. On retrouvait un joueur qui se battait ou en tout cas qui avait un état d'esprit positif. Et là, pour le coup, on peut dire qu'aussi, il a été récompensé pour ses efforts. Sur le premier but, c'est lui qui fait le décalage pour Mehdi Zerkan qui centre après sur Widjo Wang. Sur le deuxième but, il fait quand même un magnifique centre sur la tête de Widjo Wang. Et puis sur le troisième but, alors la passe de Hadli, elle est magnifique en profondeur, mais il fait un très bel enchaînement d'attaquants pour le coup en confiance. Et c'est une bonne chose pour lui. Alors on sait que c'est ses derniers mois au Girondins de Bordeaux, qu'il est en fin de contrat là en juin, mais au moins ça vient le récompenser et peut-être qu'il va partir tout de même sur une bonne note des Girondins après 4 ans quand même assez compliqués. Il a gagné sa place pour dimanche à Montpellier. C'est difficile de le sortir après ce qu'il a fait là quand même. Oui, après ça dépend si la blessure d'Hatem Ben Arfa est sérieuse ou non, mais en tout cas oui, il sera dans le groupe. Mais on sent aussi qu'il est libéré sans Hatem Ben Arfa. C'est vrai qu'on sentait cette concurrence avec Ben Arfa. Jean-Louis Gasset a plus confiance à Ben Arfa qu'à
Nicolas Depréville, donc c'est bien pour lui dans sa tête de se relancer peut-être. C'est pas possible qu'ils jouent ensemble. Je ne sais pas si Jean-Luc Gasset cette saison. Je crois qu'il a déjà essayé de les faire jouer ensemble sur un ou deux matchs tout au début de son arrivée, parce que je crois qu'il avait continué à donner sa confiance à Depréville, même quand Ben Arfa est arrivé sur les premiers matchs, je crois, de les associer si Ben Arfa est disponible. Oui, après là c'est compliqué de sortir Wee Jo Wang, qui est quand même à chaque rencontre. Alors évidemment, il avait été plutôt maladroit sur ses derniers matchs, le Coréen, mais à chaque rencontre, il se crée quand même des occasions, et c'est ce qu'on demande en priorité à un attaquant, au-delà de marquer ensuite, c'est de se les créer, les occasions, c'est toujours bon pour la confiance. En tout cas, Nicolas Depréville, oui, là, si vous êtes dans une logique sportive, et pour le coup, Jean-Louis Gasset a un peu changé son management et il a dit que maintenant tout le monde était sur le même pied d'égalité et qu'on était vraiment un groupe et plus seulement des individualités comme il avait parlé de Ben Arfa au départ. Donc oui, si on suit la logique, surtout avec la blessure de Kalou, Nicolas Depréville devrait être titulaire du côté de Montpellier. Que peut faire Bordeaux à Montpellier dimanche ? Voilà une bonne question. Hein. Ouais, difficile de faire un pronostic quand même avec cette équipe. Non, hein. faire un Montpellier bilan. Qui est 9e. Hein. Faire un bilan peut-être de voir où est l'équipe, voir aussi où est l'équipe sans Athènes Ben Arfa, parce que c'est vrai que la dernière fois quand il n'y avait pas Athènes Ben Arfa, ils avaient gagné 3-0 contre Nice. Est-ce que l'équipe aussi n'est pas plus libérée, plus entre guillemets avoir plus de cartes blanches en se disant, mais au lieu de donner tout le temps le ballon à Ben Arfa et débrouille-toi comme on l'a vu peut-être face à Marseille ou face au Paris Saint-Germain, il y en a certains qui prennent plus de responsabilité sur le terrain. Peut-être ils se disaient non, il y a Ben Arfa qui est là, je lui donne directement le ballon, mais ça serait bien si à Montpellier, Bordeaux peut ramener un petit point. En tout cas, ça sera un vrai test pour les Girondins face à une équipe de Montpellier qui revient bien après avoir connu un énorme trou noir aussi au niveau de l'hiver. Les Montpelliérains reviennent bien. Ils ont retrouvé Andy Delors, qui est quand même l'âme de cette équipe, qui a marqué du côté de Nîmes où ils ont fait match nul ce week-end. Donc évidemment, là, ça va être un vrai test. En plus, on sait que les Montpelliérains, ils y vont, ils mettent la niaque. Voilà, test de caractère pour cette équipe. Donc là, pour le coup, je pense qu'on va vraiment voir où est cette équipe des Girondins et ce qu'elle peut faire sur cette fin de saison. Au-delà d'essayer d'aller chercher le maintien, évidemment, il y a toujours aussi en tête cet objectif du top 8 fixé par le club. Bon, que j'ai toujours pas compris, mais bon, c'est un top 8, on va essayer d'être dans le top 8. C'est pas la seule chose qu'on n'a pas compris cette saison. On va rester en Ligue 1 et avec ce match Montpellier-Bordeaux pour évoquer Gaëtan Laborde, le Landais de Mont-de-Marsan qui a été formé aux Girondins de Bordeaux. 9 buts, 7 passes décisives. D'abord, avant de parler de son départ de Bordeaux, et oui, on va y revenir là-dessus, quel regard vous portez sur sa progression à Gaëtan Laborde ? Un joueur qui a très bien progressé, qui a pris beaucoup de responsabilités. Même quand il n'y avait pas Andy Delors, il marquait beaucoup. Michel Derzakarian lui fait confiance. Des fois, il a quelques moments un peu de faiblesse et quelques moments où il ne marque pas. Mais il a chaque année, il met ses 10 buts à peu près minimum avec Montpellier. C'est vrai que ça manque un attaquant comme ça aux Girondins de Bordeaux. Mais on va dire on lui jette des fleurs aujourd'hui parce qu'il marque. Mais est-ce que si à Montpellier, il aurait été en difficulté, est-ce qu'on aurait dit finalement, il ne manque pas à Bordeaux peut-être ? Il fait de bonnes saisons à Montpellier quand même. Clément Carpentier. Il fait une excellente saison. C'est pas la première. Non, et voilà, c'est pas la première. Moi, je me demande même si aujourd'hui, c'est pas l'attaquant de Ligue 1 le plus sous-coté, tout simplement. Parce que déjà, il est très performant, il est très efficace aussi. Vous pouvez le mettre n'importe où sur le terrain, il reste bon, il a un niveau moyen qui est très très bon. Il peut jouer à gauche, à droite, en pointe quand Delors n'est pas là. Non, c'est vraiment un vrai bon joueur de Ligue 1 et qui, je l'espère pour lui, va continuer sa progression encore peut-être dans un autre club et dans un club d'une autre stature, on va dire. Mais en tout cas, Gaëtan Laborde, lui, pour le coup, il confirme le potentiel qu'on avait décelé un petit peu chez lui du côté des Girondins de Bordeaux. 100 matchs avec Montpellier, Gaëtan Laborde qui a joué à Bordeaux, qui a été formé aux Girondins. Alors, à l'époque de Gourvenec, avec Malcolm et Camano, ils formaient une attaque de feu pendant quelques mois. Pourquoi Bordeaux n'a pas gardé en fait ? On a plutôt tendance à se repencher sur le dossier de ces joueurs bordelais qui ont été formés au club et qui sont allés s'épanouir ailleurs. Mais il ne jouait pas forcément tout le temps, il n'était pas titulaire indiscutable. C'est peut-être ce que lui, il le gênait. Je ne sais pas exactement, parce qu'à l'époque, je me souviens quand même qu'il restait assez irrégulier. C'est d'ailleurs sa grande force aujourd'hui, c'est que c'est devenu un joueur très régulier. C'est-à-dire qu'il a un niveau moyen vraiment bon. Au Girondins de Bordeaux, si je me souviens bien, il était capable de faire 3-4 matchs excellents et aussi d'avoir derrière 2-3 matchs plus difficiles, on va dire. Ça a beaucoup changé, les attaquants qui sont à Bordeaux depuis 3 ans. Ça n'a pas changé ici au Girondins de Bordeaux. Lui, toujours l'attaquant qui pour le coup, il a changé régulièrement des buts. Mais je pense qu'il a énormément gagné en maturité. Il a un plan de carrière qui est plutôt très bon, on va dire ça comme ça aussi. Et là, il joue totalement en confiance, avec un style de jeu qui lui correspond aussi. Et moi, je pense que c'est aussi un attaquant qui a le profil parfait pour jouer en Ligue 1. Assez costaud, mais bon techniquement, il voit bien le jeu. Donc oui, c'est un énorme regret pour les Girondins de Bordeaux de l'avoir laissé et surtout de ne pas l'avoir laissé, on va dire, se faire sa place et s'imposer en Ligue 1.
Puis c'est Gaëtan Laborde, c'est un joueur de la génération Gambardella qui s'en sort le mieux par rapport à tous ses autres coéquipiers. Ouais, c'est vrai. Oui, dans le passé, ça remontait à l'époque de Valbuena, il y a eu Lannes, il y a eu Baïs, il y a eu Krychowiak. Des joueurs qui sont allés, on ne va pas faire les comparaisons, c'est difficile, mais beaucoup de joueurs se sont épanouis ailleurs. Est-ce que, pour en terminer avec Gaëtan Laborde, vous pensez qu'il est revanchard chaque fois qu'il affronte Bordeaux? Ça ne peut pas être particulier de jouer pour lui contre les Girondins. Est-ce qu'il est revanchard ou le temps est passé et puis finalement, voilà quoi? Ouais, je pense quand même un petit peu. Un joueur n'oublie jamais d'ailleurs le club d'où il vient. En plus, il a été formé. Voilà, c'est un gars du coin en plus aussi. Donc forcément, c'est toujours pas. Voilà, c'est toujours particulier pour lui de jouer contre les Girondins de Bordeaux. Alors je pense que c'est moins particulier que les 2-3 premières fois où il a affronté les Girondins. La première fois où il est revenu ici aussi au Matmut Atlantique. Mais pour le coup, je pense que dans sa tête, c'est toujours un match particulier parce que voilà, en plus, il va peut-être retrouver quelques copains qu'il a connus à l'époque aussi. Donc évidemment, il y a un petit peu cette notion de revanche, je pense, en lui. Et on profitera de Gaëtan Laborde quelques mois encore, parce que sous notre petit doigt nous dit qu'il pourrait partir en Angleterre. En fin de saison, Gaëtan Laborde, l'attaquant montois de Montpellier, qui affronte les Girondins ce dimanche à 15h. C'est fini pour la page Ligue 1. Troisième thème du soir, la Ligue 2. D'abord, on va saluer la bonne série du Pau FC, qui continue après 2 victoires consécutives. Les Palois ont obtenu un bon match nul à Grenoble, 4e, 1 partout. On parlait de dynamique tout à l'heure, retrouvé peut-être pour les Girondins, en tout cas, elle continue côté palois. Faire un résultat contre une équipe, en plus à l'extérieur, contre une équipe qui espère monter en Ligue 1, c'est un très bon résultat au vu aussi des prestations de ses concurrents directs. Mon Pau qui continue dans cette bonne forme, il faut qu'ils en profitent, qu'ils continuent à jouer leur jeu et à engranger le maximum de points. Et c'est un très bon résultat contre Grenoble et en plus à Grenoble. Un petit point de retard sur le 17e parce que c'est Guingamp, 3 sur le 16e. Les Béarnais sont plus que jamais à la bagarre pour le maintien. Oui, là pour le coup, ils sont vraiment revenus dans la course au maintien. Ils avaient un petit peu de retard, ils ont recollé et donc là, ils sont dedans. Il faut y aller au sprint final, comme on dit maintenant. Et surtout, ils ont une dynamique qui est très intéressante pour eux. Et on en a souvent parlé ici dans cette émission. On disait souvent qu'ils étaient capables de faire un bon résultat et puis derrière 2 mauvais ou en tout cas qu'ils étaient assez irréguliers. Et là, ils semblent avoir trouvé une forme de régularité. Ils perdent plus aussi ces petits matchs juste 1-0 où malheureusement, ils n'arrivent pas à revenir au score. Donc là, c'est vraiment intéressant pour eux et surtout la dynamique joue clairement de leur côté et ça, dans un sprint final, il n'y a rien de plus important, on va dire. Pau qui va affronter Dunkerque à la maison, en Béarn, ça va être un match encore très très important. Dunkerque, un milieu de tableau qui était avec les Palois d'ailleurs l'an dernier en national avant l'arrêt de la saison. Victoire impérative pour les Béarnais pour continuer leur dynamique. En revanche, la dynamique est plutôt inverse du côté de Niort qui n'a gagné qu'un match depuis la mi-décembre. C'était justement face à Pau le 20 février. Niort battu ce week-end à Dunkerque qui n'est pas encore sauvé. 6 points d'avance sur Pau simplement pour Niort. Ouais, 6 points d'avance. Compliqué cette année 2021. Oui, c'est l'effet inverse de Pau dans une mauvaise période qui enchaîne les mauvais résultats. En plus, face à Dunkerque qui est quand même un promu. Donc là, Niort aurait dû faire un résultat pour espérer respirer un petit peu de ce maintien. Ça va être intéressant. Je ne sais pas si dans le calendrier, il y aura un Pau-Niort quelque part par là ou si le match aller-retour s'est fait les deux. Donc ils auraient pu espérer l'un ou l'autre récolter des points. Mais voilà, il faudra qu'ils se ressaisissent un peu s'ils veulent espérer rester en Ligue 2. Faut pas qu'ils se mettent trop la pression, on va dire ça comme ça, les Niortais, parce que du coup ils ont été plutôt dans le milieu du classement, voire en haut en début de saison. Du coup voilà, et puis c'est une équipe qui est souvent dans le ventre mou, on va dire, de ce championnat. Pour le coup, est-ce que eux aussi ils sont préparés à jouer le maintien? C'est ça aussi. S'ils continuent à dégringoler, qu'ils se retrouvent à 2 ou 3 points de la zone de relégation et que là il faut sortir le bleu de chauffe, autant Pau ils sont préparés depuis des mois à jouer justement ce maintien, autant les Niortais non. Donc il serait peut-être temps pour eux de regagner un match quand même dans cette année 2021. Le prochain match, la prochaine journée de Ligue 2, donc Pau reçoit Dunkerque et Niort reçoit Toulouse. Ça sera compliqué pour les Chamois. Toulouse, 3e et candidat à la montée en Ligue 1. Ces 2 matchs se dérouleront comme d'habitude évidemment à huis clos, ce qui nous amène au dernier thème de cette émission. Par ce triste anniversaire, si l'on peut dire, on va rappeler que la situation sanitaire en France est bien plus importante que des compétitions sportives. Mais tout de même, ça fait 1 an qu'on n'a pas vu de public dans les stades, à part quelques centaines ou petits milliers l'été dernier. Tout petit millier, c'est pas du public, ça, 1000, 5000. C'est pas du public dans les stades de 48 000. Encore une fois, on répète que la situation sanitaire est primordiale. Mais juste revenir 1 an déjà sans public, qu'est-ce que ça a changé ?
Sportivement, ça a changé beaucoup de choses. Des équipes qui n'arrivaient pas à gagner à l'extérieur y arrivent maintenant. Il n'y a plus cet effet de jouer à domicile et jouer à l'extérieur, que ce soit dans tous les sports, que ce soit foot, rugby ou hand, etc. On voit maintenant des victoires où on aurait, même Ligue des Champions, des victoires où on ne pensait pas du tout. Ça change aussi que pour une question d'ambiance et de motivation, mais c'est terne, c'est ennuyeux. Je vais faire un petit aparté de rugby, mais Christophe Furios l'a beaucoup répété, qu'il s'ennuie beaucoup, notamment en seconde période, vu que quand il ne se passe pas grand-chose. Mais voilà, en espérant les revoir rapidement, surtout au mois d'avril. On parle du mois d'avril, mais ce sera peut-être plus tard. C'est différent. C'est un sport différent de haut niveau sans public. Oui, c'est très sans triste. Vie quelque part. Ouais, sans vie, c'est carrément ça, parce qu'un stade sans ses supporters, c'est un stade sans vie, tout simplement. Donc oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est d'une tristesse. Et comme vous le dites, ça fait 1 an. On n'a pas l'impression, mais ça fait très longtemps finalement qu'on n'a pas vu les supporters dans un stade. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire que je ne suis pas aussi optimiste que Dorian. Je suis un peu inquiet sur le fait des retours des supporters cette saison. Je pense qu'on commencera plutôt les choses, on va dire, normalement à partir de la saison prochaine. Et c'est bien triste en tout cas parce que c'est quand même l'âme de leurs équipes, de ce sport aussi. Donc oui, c'est triste aujourd'hui et il faut vraiment qu'on les revoie rapidement. Après, moi, je ferai juste un petit point sur essayer de comprendre en fait pourquoi dans certaines régions où on est très peu impacté par l'épidémie, et on peut parler de la Nouvelle-Aquitaine pour le coup, pourquoi il n'y a pas un quota de supporters qui puissent pas aller au stade. Comme vous le répétiez tout à l'heure, c'est des stades de 40 000 places. Où est le danger quand vous mettez 5000 places et qu'à la limite vous demandez à tous les gens de venir par leur voiture et pas de s'engloutir dans le tram. Je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de danger. Donc bon, j'ai du mal un peu. Castex nous entend, on peut. Voilà, non, mais je lui ai envoyé un petit texto tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr s'il a reçu. Mais bon, en tout cas, c'est triste. Pour les joueurs, qu'est-ce que ça change en fait? Bon, ils sont habitués maintenant. Je ne suis pas complètement certain. Ils sont complètement habitués, mais qu'est-ce que ça a changé pour eux? Pour les professionnels, ça change un petit peu, mais je l'ai beaucoup ressenti. Surtout, j'ai eu l'occasion de commenter 2 matchs de Coupe de France de l'Èche Cap Ferré, où là, par contre, dans ces matchs-là amateurs qu'ils ont pu jouer, là oui, on le ressent beaucoup, ce manque de supporters qui les poussent. Et on l'a vu, certes, certains clubs ont réussi à faire quelques coups, mais on a vu peut-être moins de petits poussés battre des concurrents plus hauts en Coupe de France. Après, chez les professionnels, c'est vrai qu'on leur pose toujours la question est-ce que vous entendez supporters, est-ce que c'est ce que là à part quand le stade est rempli, comme face à l'Olympique de Marseille ou Paris, où là, ils ressentent vraiment l'ambiance, les supporters qu'ils ont. Je ne sais pas s'ils sont tellement concentrés dans leur match, je ne sais pas s'ils voient ce qui se passe autour. Oui, c'est une très bonne remarque de la part de Dorian. Les sportifs professionnels disent souvent que dans les matchs, ils sont dans leur bulle. Alors, on a le droit de les croire ou pas les croire, mais juste une petite réflexion. On remarquera que quand même une des équipes qui a le plus beau public de France, c'est le RC Lens, et ça n'empêche pas le RC Lens d'être 5e de la Ligue 1. Donc, c'est la preuve que on peut regretter cette absence de supporters, mais les joueurs, finalement, ça les perturbe peut-être pas tant que ça. Là où ça change peut-être des choses, c'est dans l'environnement du club. Notamment, je parle des clubs en difficulté. On peut parler des Girondins de Bordeaux. Je pense que si les supporters étaient un peu plus au stade, il y aurait eu un peu plus de pression à un certain moment et peut-être que certains se seraient bougés aussi très sérieusement sur le terrain plutôt que jouer au Sénateur. Donc là, ça peut jouer à ce niveau-là. Mais sinon, c'est vrai que pour les professionnels, ça change un peu moins de choses que pour les amateurs. Alors, ça a des conséquences économiques évidemment désastreuses pour les clubs. On en a beaucoup parlé ici. Juste pour terminer cette émission, est-ce qu'on peut rester, alors oui, vous allez me dire, mais comment vit-on sa passion plutôt de supporter quand on ne peut pas aller au stade? C'est vrai qu'on ne peut pas aller à l'entraînement non plus. Hormis la télévision. À une exception près cette année avant Bordeaux-Marseille. C'est ça, hormis la télévision et la radio pour suivre son équipe, c'est très compliqué. Faites votre pub, allez-y. En même temps, c'est très compliqué de suivre son équipe en espérant pas non plus que les instances, la Ligue, ça, en profitent en disant mais vous voyez, ça marche quand même sans les supporters, sans le public, parce qu'on sait que depuis 2 ans, il y a quelques petites fractures en disant on n'a pas besoin du public, etc., du public populaire. Et finalement, peut-être on a besoin qu'ils n'en profitent pas de cette faiblesse tout de même. Et puis là aussi où il y a une difficulté, c'est que vous ne pouvez pas aller au stade, mais en gros vous ne pouvez pas aller non plus au pub. Et c'est pas très conseillé d'aller non plus chez le copain pour voir le match. Donc, voilà. Donc ça devient vraiment très compliqué de vivre sa passion de supporter au-delà du fait d'aller au stade ou pas d'aller au stade. Moi, je suis impatient de voir ce que ça va donner les affluences au retour justement du public dans les stades, parce que je pense que peut-être au début il y aura un engouement très fort, mais j'ai peur que franchement il y ait beaucoup de gens qui se soient éloignés du football, en particulier évidemment
dans d'autres sports. On a parlé aussi de la perte de nombreux licenciés dans certains sports, mais j'ai peur aussi qu'il y ait beaucoup de gens qui se soient éloignés du sport. Eh bien, rendez-vous l'été prochain, peut-être un petit peu avant, sait-on jamais, pour le retour du public dans les stades de football, entre autres, et de rugby, même si on rappelle que la situation sanitaire est bien évidemment le plus important dans le pays. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain. Merci beaucoup. Ciao, ciao.